Bonjour et bienvenue dans la richesse des différences. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour ne pas te sentir seul? As-tu tendance à accepter n'importe qui ou n'importe quoi pour combler le vide? As-tu l'impression d'être seul, même en couple ou dans une salle bondée de monde? On passe notre vie à chercher la bonne personne. On cherche constamment à combler un vide. La peur d'être seul nous pousse dans les bras de n'importe qui. Comment ne plus ressentir ce fameux vide? Bienvenue dans la richesse des différences, le podcast où on légitimise la diversité. Ici, on déconstruit les croyances limitantes et on s'ouvre à une réalité plus vaste. On choisit de comprendre au lieu de juger. Parce que lorsqu'on se sent vu, entendu et compris, on se sent enfin libre d'être vrai. Chaque épisode est une invitation à revoir et à créer ta propre vérité. Installe-toi confortablement et laisse-toi porter. Aujourd'hui, comprendre la différence entre solitude et isolement va te permettre de mieux gérer ce vide si difficile à remplir. En effet, nos parents ont insisté pour que nous ayons des amis. La société nous a convaincus que le célibat démontrait un échec. Le mariage est véhiculé comme une exigence sociale et une étape incontournable. Tout nous pousse à croire qu'être seul est un problème et c'est précisément là que la pertinence de la différence entre solitude et isolement trouve sa richesse. En effet, cette espèce de vide-là, bâtard, plate, désagréable et pénible qui nous force à entrer en relation, nous force à... Et ce vide-là, là, ce qui est fascinant, ce qui, moi, j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on cherche tellement à le remplir inconsciemment. C'est tellement inconscient notre réflexe, notre besoin de remplir notre vide, consciemment ou pas, nous pousse à le remplir de toutes sortes de façons, puis tu vas comprendre, il y en a qui le remplissent par la consommation. Ça peut être de la consommation de... acheter. Il y en a que ça va être consommer de la nourriture, il y en a ça va être consommer de la drogue, il y en a ça va être consommer de l'alcool. Et ce qui est frustrant, c'est que, crime, on se remplit pour de vrai, là. On se remplit. Mais pourquoi on se sent vide encore? Parce que le sentiment, et c'est pour ça que c'est un senti qui ment, le sentiment de solitude, c'est vraiment une expérience, encore une fois, multidimensionnelle. Pourquoi je dis ça? C'est que notre corps est matière, notre corps et notre cerveau fonctionne matière. Donc, tu vas trouver ça plate ou peut-être bizarre, mais dans le fond, notre cerveau conçoit notre corps comme un contenant. Les empathes savent très bien de quoi je parle parce que souvent on a tendance à se voir comme un contenant à à ondes négatives, à basse fréquence et tout ça. Mais dans le quotidien, en effet, notre corps, notre cerveau a tendance à concevoir notre corps comme un contenant. Alors que l'expérience de la solitude, c'est tout autre chose. C'est un vide intérieur, mais pas physique. C'est émotionnel, c'est vibratoire. Et comment il se crée ce vide-là? C'est vraiment au niveau de notre conception de nous, notre conception de nos relations. Donc, il y a beaucoup d'illusions qui génèrent la création d'un vide intérieur qui nous accable, qui nous pousse à vouloir se remplir. Puis, malheureusement, on n'y arrive pas parce que le vide n'est pas physique, mais bien mental, émotionnel, identitaire, relationnel et quantique. Fait que c'est pour ça que j'enseigne la lucidité identitaire, relationnelle et quantique, parce que au-delà du corps que nous croyons être l'agent qui définit ce que l'on est, on est une conscience, on est une âme, et tout ça, c'est de l'intangible. Donc, notre conception de nous, comme étant seul, isolé,
différent va générer cet espace de vide-là. Mais à la base, le vide se crée lorsqu'on s'abandonne. Je vais y revenir dans dans une autre émission de podcast, mais le vide vient de toutes les fois où on s'est dit non, toutes les fois où on a refusé d'être vrai, toutes les fois où on a cru devoir être autre chose que ce qu'on est, chaque fois qu'on s'est rejeté, c'est tout ça qui a mis des petits blocs de vide à l'intérieur de nous parce que on s'abandonne et on crée une distance intérieure entre notre vérité et ce que nous sommes. Et c'est l'expérience de la distance intérieure qui crée cette espèce de vide-là. C'est sûr que c'est très complexe à comprendre, je te l'accorde. Mais je pouvais pas poursuivre l'émission sans t'amener cette notion-là, parce que oui, on s'entend là, on n'est pas à mon école. Mon école, on rentre en profondeur de tout ça et on gère ça très différemment. Mais dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux vraiment t'amener à comprendre les propositions, parce que toutes nos expériences de solitude, d'isolement, viennent de propositions par nos sens. Donc, aujourd'hui, on va se contenter de cet espace-là, mais avant tout, c'est une expérience multidimensionnelle qu'on doit apprivoiser et comprendre davantage pour arrêter de s'égarer dans cette proposition-là de distance, d'isolement. Puis, on va vraiment approfondir là-dessus aujourd'hui. Donc, je t'amène des questions aujourd'hui pour vraiment t'amener en questionnement. Parce que je veux vraiment t'amener à être davantage présente à toi, pour mieux te situer si vraiment tu vis ce sentiment-là d'être seul, d'être toujours loin, distant des gens qui t'entourent et tout ça. Ben comment tu peux te repositionner? Ben c'est en te remettant en question, en choisissant d'élargir ton champ perceptuel. Donc, je t'amène vers là ce matin. Pourquoi est-ce un problème d'être seul? OK? Donc, est-ce que c'est un problème d'être seul? Premièrement, parce que est-ce que c'est nous ou les autres qui décident que ce soit un problème? Parce que être seul, c'est pas un problème en soi. C'est se sentir malheureux lorsqu'on est seul qui devient un problème. Mais être seul en soi, c'est pas un problème. Donc, je veux vraiment que tu t'observes. Donc, soit quand tu regardes les autres, les gens qui sont célibataires, admettons, ou les gens qui vivent seuls ou qui n'ont pas d'amis, ou quand tu te regardes toi et que tu te dis, mon Dieu, je suis donc bien seul au monde, que ce soit par observation externe ou par conception de toi, j'aimerais vraiment que tu prennes le temps de t'asseoir et de poser la question, en quoi c'est un problème d'être seul? Et est-ce que c'est obligé d'être un problème d'être seul pour t'amener à te repositionner dans un espace de choix? Parce que c'est sûr que si tu t'es jamais posé cette question-là, tu as peut-être décidé que le célibat ou la solitude est un problème parce que, je sais pas moi, tes parents se sont séparés puis ils t'ont éduqué dans la mentalité qu'il faut être à deux pour être heureux. Ça peut être aussi simple que ça, là. Il y en a plein de possibilités qui peuvent faire qu'on t'a amené à concevoir la solitude comme un problème, mais je veux vraiment que tu t'assoies pour te faire, toi, ta conception de, la solitude, pour que tu puisses revoir en quoi c'est un problème et si ça en est vraiment un. Parce que moi, je pense que ça n'en est pas un. On va y revenir plus tard. Deuxième point. Serait-ce possible que ce soit une bonne chose? Donc, question spring. En quoi ça pourrait être une bonne chose d'être seul?
Puis, tu sais, c'est sûr que je vais te revenir avec des réponses plus loin, parce que je vais te raconter un petit peu, moi, comment j'ai cheminé dans ça. Mais, tu sais, si t'es honnête, là, je te pose 5 questions, puis quand je vais reposer les 5 questions, je t'invite vraiment, là, à mettre ça sur pause, puis à t'investiguer, à te sonder sur ta conception des choses pour vraiment te positionner avec un peu plus de latitude face à la solitude et l'isolement. Donc, qu'est-ce qui pourrait être bénéfique dans le fait d'être seul? Troisième question, sachant que la connaissance de soi contribue de manière considérable à la santé d'un couple, devons-nous nous connaître avant ou pendant la relation? Parce que c'est souvent un challenge. Il y a beaucoup de gens qui se disent ah, mon prochain chum, ma prochaine blonde, là, ça va m'aider à mieux me comprendre, puis blablabla, puis on va évoluer ensemble, puis ah, ça va m'amener des challenges, puis ah, ça va m'aider à avancer, puis d'autres qui ont la mentalité complètement contraire, qui vont aller vers tant que je serai pas capable d'être bien avec moi-même, ça me donne rien d'être bien avec quelqu'un, je vais l'écœurer. Parce que on est tellement pas bien avec nous-mêmes que ça nous amène à croire que personne va pouvoir être bien avec nous. Fait que c'est vraiment des espaces où est-ce que il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais il y a des prises de conscience à faire parce que si tu essaies désespérément d'être en couple, mais que tu n'arrives pas à être bien avec toi-même puis que tu penses que tu es trop ou pas assez encore, parce que veux pas, on a tous passé par là à un moment ou un donné de notre vie, que ce soit dans la petite enfance, dans l'enfance, dans l'adolescence, on a tous passé par je suis trop ou pas assez. Et malheureusement, ça se perpétue jusqu'à adulte si on se remet pas en question puis qu'on se donne pas le droit d'être assez à un moment donné. Donc, c'est sûr que si tu es convaincu d'être trop passé, tu pourras pas aller vers quelqu'un. Donc, c'est inconscient parfois, mais c'est comme avancer avec une pédale sur le break puis sur le gaz. On comprend pas pourquoi qu'on est seul, mais dans le fond, on est convaincu que c'est une bonne chose parce qu'on le mérite pas, parce qu'on, tu sais, fait que c'est vraiment un espace de, encore une fois, de lucidité qui doit t'apporter des prises de conscience face à ta conception de toi et d'en revoir qu'il y a peut-être une pertinence à la solitude, euh, mais tu sais, que ce soit pas un il faut. Dans le fond, c'est ça. C'est que si c'est un il faut, tu t'obliges à quelque chose qui est pas nécessairement un choix et ça t'emprisonne dans des espaces pas très confortables autant quand tu es seul que quand tu es en couple. Donc, c'est vraiment oui, on a à apprendre à se connaître. Oui, être en couple, c'est une belle façon d'avoir comme de l'aide, une contribution pour nous challenger puis nous faire avancer. Mais est-ce que c'est vraiment indispensable? Est-ce que c'est obligé? Euh, je pense qu'entrer en relation fait partie du processus, mais c'est pas obligé d'être avec un amoureux ou une amoureuse. Ça peut être avec des amis, ça peut être avec de la famille, ça peut être avec n'importe qui. Maintenant, avons-nous encore le droit de passer des moments seuls lorsque nous sommes en couple? Ça aussi, c'est un challenge que j'ai eu à côtoyer par le biais de différentes consultations pour différents contextes, que ce soit au niveau de la sexualité, du couple comme tel, de la communication, ou juste de légitimiser ses besoins. C'est un espace vraiment où est-ce que on oublie la pertinence d'être seul et le droit de l'être. Parce que lorsqu'on est en couple, souvent, on va comme, on va comme se fondre, on va être deux entités et on va se fondre en une. Et ce qui va arriver, c'est que on voit moins bien lorsqu'on regarde nos envies, nos plaisirs qu'on a envie de partager, nos activités communes, nos passions partagées, nos peu importe. C'est comme si on se fond sans s'en rendre compte à prioriser les besoins du couple par rapport à nos besoins respectifs. Et ça, c'est la même chose pour les limites, pour le plaisir ou peu importe. Donc, cet espace-là va souvent faire que si un des membres d'un couple a besoin d'être seul,
L'autre va se prendre comme pourrait, parce que c'est pas obligé, mais l'autre pourrait se considérer comme de trop, pourrait se considérer abandonné, rejeté. Et si c'est toi qui est celui qui a pas besoin d'être tout seul, mais qui se retrouve à être tout seul parce que l'autre en a besoin, parce que dans le fond, tu peux jouer un des deux rôles dans cette histoire-là, c'est super important que ni l'un ni l'autre conçoivent le besoin de solitude comme un problème parce que c'est un besoin fondamental d'être capable d'avoir du temps pour s'entendre, pour se voir, pour s'écouter, pour ressentir, parce que autrement, ça fait comme les vieux couples que ça fait 50, 60 ans qu'ils sont ensemble, il y en a un des deux qui meurt et l'autre suit pas longtemps après parce qu'ils n'ont jamais appris à exister en tant qu'individu, en tant qu'être. Donc, ils ont toujours existé par le couple. Donc, ils se retrouvent seuls et ils savent plus ce qu'ils aiment pas, ce qu'ils ont envie, ce qu'ils ont pas envie, comment avoir du plaisir, comment... donc, ils deviennent tellement égarés dans le couple qu'ils n'ont plus accès à leur individualité. Et souvent, dans bien des cas, le couple est tellement étranglant parce que on se néglige sans le savoir, sans s'en rendre compte, on s'oublie, on se tasse spontanément. Principalement, les empathes vont avoir un comportement comme ça, mais n'importe qui peut être comme ça. C'est très, très, très facile de s'oublier, de se négliger, de se tasser de sa propre vie. Donc, ce vide-là qu'on nourrit en se tassant, donc en n'existant que par le couple. Donc, c'est comme si ton corps, c'est un habitacle individuel, puis vu que t'as plus de... Tu te vois plus, tu t'es comme tassé, puis là, ben, t'as revêtu un costume à deux têtes, puis tu existes juste par le couple. Donc ça, là, ça peut être une des choses qui va t'amener à te sentir seul, à souffrir de solitude ou d'isolement, parce que tu n'as plus accès à ton individualité. Donc, c'est un espace extrêmement délicat à rencontrer, l'espace où on se rend compte qu'on n'existe plus dans notre propre vie. Et c'est ce qui va faire que, même en couple, on va se sentir seul et isolé. Et ça, c'est pas de la faute de notre partenaire de vie, c'est parce que on n'arrive plus à se voir, à s'entendre, à se prioriser dans le couple. Et le couple occupe maintenant toute la place dans notre vie. Donc, c'est un espace qui nécessite de la lucidité pour renaître de nos cendres, renaître du rien qu'on était devenu dans notre couple, pour refaire de la place à notre individualité. Et il n'y a rien de mal dans ça. Je me souviens qu'à une époque, dans tous les films d'amour, c'était tu es ma moitié, la moitié de mon cœur. Tu sais, c'était deux cœurs n'en forment qu'un. Urk. OK? L'individualité n'est pas à dénigrer, là. OK? On peut être en couple parce qu'on en a envie et non pas parce qu'on en a besoin, là. C'est super important de comprendre ça. Et plus on va avoir accès à notre individualité de manière solide, qu'on va être capable de se voir, de s'entendre, de savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on n'a pas envie, qu'est-ce qui nous fait du plaisir, qu'est-ce qu'on a envie de partager et qu'est-ce qu'on a envie de vivre seul. Moi, là, quand je fais du casse-tête ou du coloriage, c'est rare que je vais avoir envie de le faire avec quelqu'un. Ça arrive. Mais c'est des espaces de ressourcement, là. C'est l'espace où ce que je mets quand je fais du casse-tête, là, c'est l'espace de vide mental, là. Donc, c'est sûr que si quelqu'un vient me jaser, faut que faut que j'aie eu le temps de faire mon vide pour que ce soit confortable. Mais si je m'installe à faire du casse-tête, la personne arrive tout de suite, non. Non, ça me prend mon espace de vide. Du coloriage, c'est la même chose. J'aime ça, jaser puis colorier avec quelqu'un, mais si je fais du coloriage parce que j'ai besoin de me recentrer puis m'apaiser, il faut pas que j'aille quelqu'un avec moi, là. Donc ça, c'est un espace super important et c'est ce qui va faire qu'on se nourrit et que le vide ne grandit pas à l'intérieur de nous parce qu'on se nourrit, on s'alimente, on se remplit de présence à nous. Donc, le sentiment d'isolement, c'est notre absence à nous. C'est pas parce que quelqu'un nous ignore, parce que notre chum nous a abandonnés, parce que notre parent nous a ignorés. Ça n'a rien à voir.
Parce que même si nos parents nous ont adorés, notre chum est proche de nous et nous aime, il est possible de se sentir seul si nous nous ignorons. OK? C'est vraiment là, important de faire le discernement avec cet espace-là. Et dernière question spring de remise en question. Quelle importance donne-t-on au besoin d'être seul? Et c'est sûr que c'est comme un complément à ce que je viens de t'expliquer, mais si vous n'avez dans votre couple aucun temps où vous avez le droit d'être seul, et parfois c'est vraiment drôle, on peut être seul à deux. Moi, souvent, j'ai besoin juste de rien. Être assis là, dans ma chaise bongue, j'ai des chaises bongues que j'aime beaucoup. Là. Juste être assis dans une chaise bongue, pour moi, je suis comblée. Mon chum, il est plus du genre, rien faire, vraiment rien faire, il y a plus de misère avec ça. Donc, pour lui, relaxer, ça va être lire un livre, tu sais, ou se détendre. Mais être inactif, là, rien faire, rien dire, rien lire, rien voir, c'est moins son... Fait que souvent, ben moi, je vais être dans ma chaise bong, puis je vais faire bong, 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 et lui va être en train de lire. Donc, on va être dans la même pièce, mais on va être tout seul, ensemble. Pas besoin de se parler, pas besoin de rien. On a juste envie de pouvoir se nourrir nous-mêmes de notre intérieur et de permettre à l'autre d'en faire autant. D'autres fois, d'autres fois, on va faire des activités complètement différentes là, à l'extérieur de la maison ou des choses comme ça. Mais on se le permet et on le reconnaît comme un besoin légitime. Et c'est ce qui, je crois, fait la santé de mon couple depuis 21 ans. Parce que on reconnaît tous les deux nos besoins d'être seuls parce qu'on était très indépendants, très autonomes lorsqu'on s'est rencontrés. Et lorsqu'on a choisi d'être en couple, c'était par choix et non pas pour combler un manque. Et c'est ce qui fait vraiment une grosse différence dans une relation. Tu sais, si tu veux plus de détails là-dessus, tu pourrais écouter l'épisode 1 si c'est pas fait, où est-ce que je parle de la différence entre aimer et l'amour. Où est-ce que c'est important de comprendre comment tu conçois la relation et comment tu t'unis aux gens, mais à la base, de permettre que chacun ait le droit d'être seul, que ce soit important de le faire pour justement se nourrir, parce que le sentiment de solitude vient qu'à occuper tellement de place qu'à un moment donné, on va voir dans notre couple, on va se mettre à regarder la personne qu'on aimait tant, on va la regarder comme un bourreau ou un persécuteur ou quelqu'un qui nous néglige. On va avoir l'impression qui empiète sur nous, on va avoir l'impression qu'il prend toute la place, on va avoir l'impression qu'il nous ignore, on va avoir l'impression que encore, il y a plein de encore qui vont se répéter d'expériences inconfortables. Pourquoi? Parce que le vide qu'on se crée à l'intérieur de nous, ce vide-là de négligence, où est-ce qu'on se tasse de notre propre vie, va faire qu'on va chercher un coupable pour ce sentiment de vide-là. Et puisque le mental conçoit la solitude à partir de la matière, ben si je me sens pas bien, si je suis malheureuse, puis s'il me manque quelque chose, c'est parce que l'autre le comble pas. OK, c'est très mathématique là, ce qui se passe au niveau mental. Et pour sortir de ce schéma-là, ben c'est de restaurer des espaces où chacun a le droit d'être seul pour se nourrir et se satisfaire à 100% de quelconque besoin, que ce soit de se déposer, d'avoir un passe-temps ou juste d'être tout seul, de se reposer, s'endormir, de se déposer, méditer ou peu importe, il y a des choses qu'on a envie de partager, mais il y a des choses qu'on a envie ou besoin de faire seul et c'est important de l'intégrer dans un couple. Alors, c'est l'espace de prise de conscience dans lequel je voulais t'amener aujourd'hui. Maintenant, je vais te raconter mon parcours et comment j'ai été capable de toucher à ces espaces subtils-là d'isolement et de solitude parce que c'est particulier la subtilité entre les deux. Alors, premièrement, moi, je m'isolais, donc volontairement. Là, je me mettais tout seul lorsque je faisais des dépressions. Je sais pas si tu as déjà écouté de mes autres épisodes, mais j'ai fait 4 dépressions avant d'avoir mon diagnostic de bipolaire, que je sois médicamentée, que ça dégénère, en tout cas. Je t'évite les détails, mais mon expérience en dépression est assez élaborée. Et donc, puisque je m'isolais lors de mes dépressions, pour moi,
l'isolement jouait deux rôles. Premièrement, je me cachais des autres parce que j'avais la réputation, j'exigeais de moi d'être une fille joviale, dynamique, sympathique, agréable, d'être Madame Joie-Joie. Donc, quand je sombrais en dépression par essoufflement d'hypocrisie, si tu as écouté les autres épisodes, tu dois me suivre. Donc, étant donné que j'étais tellement hypocrite parce que je me donnais jamais le droit d'avoir besoin ou de pas aller bien ou peu importe. Donc, mes périodes de dépression équivalaient à mes périodes d'isolement. Donc, pour me cacher des autres, pour avoir le droit de pleurer, pour avoir le droit d'être fatiguée, de m'effondrer, peu importe, et de me donner, par effet collatéral, me donner un congé d'hypocrisie parce que pour moi, bien que, tu sais, c'était une bonne idée, là, d'être une fille joviale, mais c'est épuisant quand c'est pas vrai. C'est vraiment fou, là. Puis c'est vraiment drôle parce que il y a des gens de plus en plus, il y a des gens qui sortent de moins en moins de chez eux parce que justement sont essoufflés par cette espèce de mouvement où est-ce que c'est normal d'être hypocrite. C'est même socialement reconnu comme correct d'être hypocrite dans la vie parce que, et surtout, ça l'a comme intoxiquer beaucoup le monde de la spiritualité, de l'éveil de conscience, du développement personnel. Tous ces mondes-là sont très, très, très intoxiqués à l'obligation de toujours bien aller, de toujours être souriant, de toujours être zen. J'ai envie de dire un gros mot qui commence par F, mais cet espace-là n'est qu'un autre espace de persécution, et pour ne pas dire d'auto-persécution. Donc, pour moi, quand je suis arrivée dans le développement personnel, puis dans la spiritualité, l'éveil de conscience et tout ça, puis que j'ai vu qu'on exigeait cette hypocrisie-là, j'ai fait comme, oh, c'est vraiment la route que je veux prendre, et je me suis vraiment repositionnée solidement dans l'authenticité. Ça a comme confirmé subséquemment, là, dans le fond, suite à ma sortie de j'arrête, j'ai mis un frein à l'hypocrisie, j'ai fini cette vie d'hypocrisie-là pour rentrer en spiritualité et que je suis arrivée puis que j'ai vu que ça, dans le fond, c'était répandu partout, c'est comme un virus. L'hypocrisie est un virus subtil, sournois, mais tu sais, ça l'a comme solidifié mon choix. C'est pas vrai que je vais retourner là-dedans. Donc oui, j'ai joué du coude, oui, j'ai dérangé beaucoup quand je suis arrivée dans ce monde-là, et ça a fait que ça a vraiment générer un cercle social très intéressant parce que justement, tous ceux qui n'étaient pas capables d'endurer mon authenticité se sont dissipés, puis j'ai trouvé ça vraiment cool pour conserver des gens qui aiment mon authenticité, qui aiment ma transparence et qui, par résonance, dans le fond, qui savent qu'avec moi, ils peuvent être vrais, transparents, honnêtes, me dire ce qu'ils pensent, me dire quand ils sont d'accord ou pas. Puis pour moi, je trouve que c'est un espace tellement sain, agréable, qui crée une belle proximité. En tout cas, pour moi, là, c'est autant que je comprends à quel point ça m'a été vital à une époque d'être aussi hypocrite, autant que je jouis littéralement de cette liberté d'être que je m'accorde aujourd'hui, mais je comprends la pertinence et la nécessité de cette transparence-là parce que ça crée des liens beaucoup plus forts, beaucoup plus solides lorsque on est transparent parce que la personne sent qu'elle peut l'être elle aussi et il y a plus de zone cachée là. Puis cette liberté d'être là, je pense qu'on la cherche tous. C'est ce qui fait que ce petit vide-là, il se remplit progressivement. Deuxièmement, le célibat, ou plutôt les ruptures, me menaient plus vers le sentiment de solitude. En effet, j'ai pas, quand je m'isolais volontairement, je me sentais pas seule, bizarrement, parce que c'était comme une zone d'assouvissement. Je me comblais de liberté d'être. Tu sais, c'était comme si mon droit de pas bien aller, de pleurer, de pas aller bien, c'était comme si je me gavais de liberté d'être. Donc, le sentiment de solitude n'était pas là. Je sais pas si tu comprends ce que je t'expliquais au début, à quel point la solitude est une proposition d'isolement. C'est, dans le fond,
on se sent seul quand on s'abandonne. Fait que je me sentais plus seule quand j'étais avec des gens dans une posture prodigieusement hypocrite que quand j'étais tout seul avec moi-même et que je me gavais du droit d'être ce que j'étais, une sensible, une fille qui jouit de brailler, une fille qui a envie d'être vraie, transparente, cette liberté d'être là m'a tellement nourrie. Et tu sais, j'ai vécu 4 dépressions, mais ça a été vraiment des dépressions où est-ce que j'étais en auto-observation. Vraiment, je m'étudiais, je devenais comme un laboratoire où est-ce que, comment ça je me sens pas toute seule? Comment ça que ça me fait autant de bien de pleurer? Comment ça que ça me fait autant de bien d'être enfermée chez nous? Donc, j'étais vraiment, tu sais, j'ai pas vécu mes dépressions comme une chute dans les noirceurs, puis surprenamment, même si j'avais une mère suicidaire, j'ai jamais eu d'idée suicidaire. Et c'est ça qui m'a amené dans cette compréhension-là, éventuellement, comment ça pouvait me faire autant de bien de pleurer, comment ça pouvait me faire autant de bien de pas aller bien. Tu sais, c'était tellement paradoxal que j'ai pas eu le choix, à un moment donné, de revoir qu'est-ce qui me faisait du bien. Et c'est dans ces études-là, par le biais de mes 4 dépressions, que j'ai fini par comprendre que ma facilité que j'avais à m'abandonner me vidait de l'intérieur et ma médecine, ça a été l'authenticité, la transparence, la sincérité. Puis quand je parle de transparence, ça veut dire que quand je suis en colère, je sacre. Quand je suis triste, je pleure. Quand j'ai une émotion, je la vis. Et ça, peu importe devant qui, quand ou comment, je m'en fous. Et je suis, demande à ceux qui me connaissent, c'est sûr qu'ils m'ont vu avoir des réactions plus ou moins intenses en tout temps parce que je ne me permets plus de m'abandonner à ne plus être vraie, à ne plus être moi. Et mon Dieu, que je me sens comblée. Le vide n'est plus là. Et c'est une magie vraiment incroyable de ne plus avoir le titillement de la proposition d'être seul, d'être isolé, slash rejeté. Parce que veux pas, si on se sent seul, puis qu'on l'a pas choisi, c'est parce qu'on nous a rejetés, là, OK? Donc, ça couche ensemble un petit peu, ces deux sentiments-là. Mais, dans le fond, lorsqu'on se sent isolé, c'est parce qu'on se rejette nous-mêmes. Fait que c'est pour ça que ça couche ensemble, parce qu'on a le choix de se concevoir à partir de l'extérieur, donc les autres nous rejettent, les autres sont loin de nous, ou de faire de l'intérieur, donc de s'abandonner, et ça se fait inconsciemment. Donc, c'est un espace vraiment très, très, très nourrissant de se donner le droit à la parole, aux émotions, aux réactions, aux commentaires, euh, au comportement. Je trouve ça vraiment drôle. Je vais souvent dans des activités de réseautage ou des lieux où est-ce que il y a du politically correct, là, des situations où est-ce qu'on est supposé de se comporter de façon particulière. Puis, c'est très rare que je me plie à ça. Tu sais, une place où tu as une conférence, ça dure 1 heure et demie, puis la conférence, faut l'écouter debout. Excuse-moi, mais je m'assois. S'il y a des chaises, même si on n'est pas supposé s'asseoir dessus, je vais m'asseoir dessus. S'il n'y a pas de chaise, je vais m'asseoir à terre. Donc, oui, je vais me faire regarder de travers. Oui, je vais peut-être avoir l'air d'un enfant sans dessin, mais je m'en fous. Parce que si je le fais pas, un, je vais avoir mal partout. Deux, c'est qui va s'abandonner? C'est moi. Et c'est qui va vivre le vide de j'ignore tes besoins, OK? Parce que c'est ça. Ben, c'est comme si j'avais signé un contrat envers moi-même. C'est fini, là. C'est fini. Puis il y a personne qui va mourir du fait que je m'assieds à terre devant une foule de monde, là. Il y a personne qui va en mourir de ça. Ils savent pas, je suis malade, handicapé, infirme, j'ai-tu une entorse? On s'en fout, puis j'ai pas besoin d'être malade pour avoir besoin d'être assis ou envie d'être assis. Moi, rester debout pendant 1 heure de temps, non, c'est pas un plaisir. Je suis même plus capable d'entendre la conférence ou la présentation, fait que ça me donne rien. Fait que par respect, par le ou la conférencière, je vais m'asseoir comme une effrontée pour être capable d'écouter son discours parce que
être debout pendant 1 heure, je suis plus capable d'entendre. Fait que, tu sais, c'est vraiment particulier, puis je suis d'accord que ça demande un petit peu, euh, ça demande le courage d'être jugé, mais quand je le fais, là, quand je le fais, là, des fois, je suis vraiment mal commode. Quand je le fais, des fois, je regarde à quel point je vais regarder les autres qui le font pas. Et par mes facultés d'empathie, je suis capable de ressentir ceux qui ont le plus mal d'être debout. Puis ceux qui, justement, sont même plus encore capables d'écouter la conférence, puis qui sont partis dans leur pensée, ben voyons, puis qui bougonnent de l'intérieur, puis qui écoutent pas la conférence. Puis là, je trouve ça très drôle. Ceux qui me regardent de travers, ceux qui envient mon courage de m'asseoir à terre, c'est vraiment drôle. Parfois, il y en a qui viennent me rejoindre. J'ai trouvé ça vraiment cool. Mais c'est un espace d'amusement pour moi, alors que pour bien des gens, ça pourrait être un espace honteux, d'indiscipline, de non-respect. Mais pour moi, c'est un espace de joie, de plaisir, où est-ce que je ne m'abandonne pas, tout simplement. Fait que, à toi d'en faire ce que tu veux de cette posture que je te propose, mais moi, c'est un espace vraiment de fun. Ensuite, c'est de me sentir seule en couple qui m'a révélé mon problème. Je croyais devoir cacher des aspects de moi. En effet, comme je te disais tantôt, ça fait 21 ans que je suis avec mon chum. Et au début, quand on s'est rencontrés, ma posture était très loin de celle d'aujourd'hui. J'avais un niveau d'estime de moi extrêmement basse. J'avais commis l'irréparable avec ma famille, mes amis. Donc, je me considérais comme un monstre irrespectueux. Donc, tu sais, je comprenais même pas pourquoi mon chum il m'aimait, puis je le trouvais donc débile de m'aimer autant, de m'aimer aussi bien, d'être aussi généreux. Puis, tu sais, c'était comme, c'est quoi son problème, là? Tu sais, c'était vraiment... Puis tu sais, mais c'était plus ou moins conscient, mais à chaque fois qu'il était généreux, soit pour amener du confort à moi ou à nous, pour moi, c'était comme, tu sais, ça me pesait parce que j'étais pas capable de recevoir ça. Et à chaque fois, je me disais, s'il savait, si j'étais vraiment moi, il m'aimerait pas, c'est sûr. Puis, au bout d'environ 10 ans, j'ai commencé à me donner la permission d'être moi, à me donner le droit de dire non. Donc, j'ai comme fait mon coming out. Hé, chérie, savais-tu, finalement, je suis pas pantoute ce à quoi t'es tombée en amour, je suis d'autre chose, complètement. Ça te tente-tu de m'aimer encore? Donc, ça a été vraiment ça. Et ça a été une grosse période d'adaptation parce que lui, il se rendait compte que, tu sais, il faisait des actes voulant me témoigner son amour alors que ça m'agressait, mais j'avais jamais dit. Il voulait, tu sais, soit il faisait des choses ou il disait des choses, puis moi, ça me dérangeait, mais je le disais jamais. Donc, quand j'ai commencé à dire ça me gosse vraiment, ben, là, il comprenait pas. Puis en même temps, ben là, il se disait, coudonc, je suis un monstre. Mais là, j'étais comme, non, c'est moi le monstre. C'est moi qui t'as pas donné le mode d'emploi pour bien m'aimer. Donc, ça a été vraiment, mais j'ai été, encore une fois, transparente dans mon processus. J'ai dit à mon chum, j'ai dit, regarde, j'ai été vraiment maladroite parce que je ne savais pas comment me faire aimer et j'ai cru que je n'étais pas aimable. Et j'ai l'intention de me révéler de plus en plus. J'ai l'intention de te dire ce que je suis pas, ce que j'aime pas. Et je sais que tu m'aimes beaucoup, mais ça se peut que t'aimes pas la Chantal, la vraie Chantal. Et je te donne le droit de pas l'aimer parce qu'elle est très différente de celle que j'ai été jusqu'à maintenant. Puis, je sais pas on n'a jamais reparlé de ça. Je sais pas comment il l'a pris à l'époque parce que autant moi je suis extravertie, autant mon chum était introverti à l'époque. Donc de savoir ce qu'il pensait, ce qu'il en faisait, bon, dans quoi je m'embarque encore, bon, c'est quoi encore, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait de l'information quand j'ai dit. Mais la chose qui m'a touché le plus, non seulement il est resté, mais j'ai été capable de faire mon coming out à 100% au fil des années.
pour me rendre compte que je m'étais privée de ne d'être aimée à 100% pendant 10 ans de ma vie. Euh, c'est vraiment quand on, on le fait finalement, quand on fait notre coming out, puis qu'on se donne le droit d'être vrai et transparent, qu'on se rend compte qu'il y aura toujours quelqu'un pour nous aimer tel qu'on est. Mais si on se cache autant, si on se camoufle autant, c'est qu'on est convaincu qu'il y a des petits bouts de nous pas aimables. Euh, mais c'est pas parce qu'on est convaincu que c'est vrai. Et il faut vraiment vivre l'expérience pour le découvrir. Et des fois, c'est surprenant, les gens qui apprécient cette transparence-là, cette honnêteté-là, cette franchise-là. Il y a des gens qui me... Tu sais, des fois, tu as des antipathies envers des gens, puis tu comprends pas pourquoi, mais elle a pareil. Euh, puis, ben, j'ai fait comme, ah, puis fuck, puis j'ai été moi. Et surprenamment, ces gens-là sont revenus vers moi en me disant, waouh, je m'attendais pas à ça de toi. Ou moi, j'ai fait comme, ah, j'ai découvert vraiment la personne en étant vrai. Donc, c'est vraiment, il y a que des surprises qui s'expérimentent dans cet espace-là et je te souhaite vraiment d'y aller pour pouvoir, sortir des sentiments de solitude et d'isolement. De pouvoir commencer de te nourrir de l'intérieur par ton authenticité, en ne te tassant plus, en te négligeant plus, en te rejetant plus, en te trahissant plus, en t'abandonnant plus. Tu sais, les 5 blessures de l'âme, là. Si tu creuses fort avec beaucoup d'amour et d'humilité, tu vas te rendre compte que tu es la personne qui t'a infligé ces 5 blessures-là en premier. Et c'est de les avoir nourris de l'extérieur qui a amplifié le vide de l'intérieur. Donc, pourquoi je dis que ça prend beaucoup d'amour et d'humilité? Parce qu'on ne le voit pas. Parce que c'était tellement spontané, on était tellement en bas âge on s'est convaincu qu'on était trop ou pas assez, qu'on ne peut pas se rappeler du moment où on a fait le choix, mais ce choix-là, il s'est fait à un moment donné, malheureusement. Et vite, on peut faire un nouveau choix avec ça. Alors, si on entre dans un espace où est-ce que je t'amène des notions concrètes, je vais te donner des points de repère faciles pour que tu puisses identifier quand tu as un sentiment, tu te sens tout seul ou peu importe, pour pouvoir identifier est-ce que tu es dans le sentiment de solitude ou le sentiment d'isolement. Donc, le petit truc, solitude, soli comme dans solitaire, tude comme dans attitude. OK? Donc, une attitude de solitaire, c'est la solitude. Donc, c'est choisir d'être seul. OK? La subtilité se situe entre est-ce que je le fais consciemment ou inconsciemment, par choix ou par conviction de ne pas avoir le choix, dans l'impuissance ou peu importe, ou comme moi je le faisais là pour me cacher ou pour me donner le droit d'être moi. Donc, c'est une attitude de solitaire. Donc, la solitude, c'est provoquer, c'est se retrouver dans un espace où on se conçoit comme seul. Maintenant, l'isolement, c'est le mensonge d'être seul, OK? Parce que la subtilité de la différence, c'est que c'est un choix conscient ou inconscient de se concevoir comme isolé ou seul. Donc, le isolement, c'est un isole qui ment, OK? Donc, on n'est jamais seul. Jamais seul. Vibratoirement, on peut se connecter à n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand. Lorsque le vide, donc l'isolement, vient de l'intérieur, c'est parce qu'on s'abandonne. OK? Donc, si tu n'es pas capable de mettre le doigt sur ce qui te fait sentir vide, donc, je te dirais, l'isolement vient d'un sentiment interne, une proposition de distance, une proposition de différence, OK? Donc, dès que tu conçois les gens comme différents de toi, dès que tu les sens comme loin,
OK? Donc ça, c'est des propositions qui viennent de l'intérieur qui te font expérimenter l'isolement. Mais on n'est pas seul, sauf si quand on regarde quelqu'un, au lieu de regarder l'autre, on regarde ce qui nous différencie, on regarde la distance. Là, c'est la zone d'égarement parce que c'est faux. On est loin parce qu'on se cache. On est différent parce que on se conçoit comme on conçoit que notre différence est un problème. C'est ça qui crée la distance, parce que la distance vient de l'intérieur. Donc, l'isolement, c'est vraiment un processus interne de distanciation provoqué par notre conception de nous par rapport à l'autre, soit par la distance ou la différence. Donc, qu'est-ce qu'on fait de la distance et de la différence? C'est ce qui va créer le vide intérieur, parce que c'est pas un problème d'être différent, c'est pas un problème d'être loin. Mais si on conçoit la distance comme on est inaccessible, on peut plus aimer la personne est loin, on peut plus voir la personne est loin, on peut plus aimer la personne est morte. Ben c'est ça, c'est des propositions, c'est pas vrai. Mais si on y croit et qu'on regarde que ça, on s'égare dans l'isolement. Donc, l'autre subtilité que je vais amener au niveau des enseignements, la proposition sensorielle. Le vide provient toujours de l'intérieur, même s'il semble venir de la distance. OK? Donc, c'est vraiment de garder en tête que la solitude et l'isolement, c'est une expérience multidimensionnelle de la proposition de distance/différence. Donc, ça peut être une différence ou une distance physique, proximité, intimité, vérité. OK? C'est vraiment des espaces où est-ce que c'est par là, donc en se fermant, en se cachant, en bloquant des aspects de nous de rayonner, donc par la transparence et l'authenticité, c'est ce qui va amener l'expérience multi-D à se vivre encore dans plus dimensions que juste je vois que tu es loin, je vois que tu es proche, je me conçois comme différent. Là, OK? Donc, plus on s'égare dans des propositions sensorielles, plus l'expérience multi-D va prendre de l'ampleur et plus la distance va prendre de l'ampleur aussi, parce que c'est rien que ça qu'on regarde. Alors, maintenant, je te fais un petit challenge. Si tu veux te repositionner par rapport à la solitude et l'isolement, et surtout par rapport au problème du petit vide dont on a parlé tantôt. Je t'invite à faire 2 listes. OK? Première, la liste de ce que tu caches aux autres et la liste de ce que tu dévoiles aux autres. Donc, ce que tu as déjà fait ton coming out, je suis comme ça, si les gens me voient, c'est sûr qu'ils vont me décrire comme ça, on le sait ce qu'on a dévoilé. Par contre, tout ce que tu caches, d'habitude, c'est toi qui le sais, OK? Donc, tu fais 2 listes, et si on part du fait que ces 2 listes-là constituent 100% de toi, ben, je t'invite à calculer ton pourcentage de combien de choses tu caches, combien de choses tu révèles, pour que tu vois le pourcentage d'occupation de ton vide pour te permettre progressivement de te remplir en te révélant, en te dévoilant. Donc, tu pourras faire de ta liste cachée un objectif de révélation et tu vas vraiment constater concrètement que tu vas te remplir, le petit vide va se vider progressivement. C'est hallucinant, je l'ai vécu avec des clientes en accompagnement. C'est vraiment impressionnant. On peut pas concevoir que juste d'être vrai, ça fait partir le sapristi de vide intérieur qu'on a à l'intérieur. C'est fascinant. Donc, et c'est ce qui va donner le sentiment de proximité ou pas. Tu peux aussi faire ces listes-là, soit pour des personnes précises ou des contextes relationnels. Admettons, tu dis, bon, ben, au travail, je suis comme ça, avec mon chum, je suis comme ça, avec mes frères et sœurs, je suis comme ça, avec mes parents, je suis comme ça. Donc, tu peux jouer ce jeu-là avec différents contextes relationnels pour constater que, ah, c'est vrai, ouais, quand j'étais avec mon chum, je me sens pas aussi vide. Ah, quand j'étais avec ma sœur, je me sens beaucoup, tu sais, je me sens plus libre, je me sens plus vrai. Donc, tu vas pouvoir le constater en faisant tout le processus des 2 listes avec différents contextes, les personnes avec qui tu te sens le plus loin, les personnes avec qui tu te sens le plus proche, tu vas pouvoir cerner là vraiment concrètement
qu'est-ce qui fait que tu te sens si bien ou si mal avec les gens? Parce que probablement ton ratio, ton pourcentage de cachets révélés va te frapper en plein visage. Alors, c'est sûr que si tu as de la misère avec tout ça, que le petit vide, il se remplit pas, ben mon école Confetti ta vie est l'espace par excellence pour littéralement renaître à la vie. C'est vraiment un processus de réincarnation, comme si tu revenais au monde, mais cette fois-là avec un mode d'emploi, parce que quand on est venu au monde la première fois, tout ce qu'on voulait, c'était exister. Puis exister, ça voulait dire devenir quelqu'un. Mais le processus d'incarnation, c'est avant tout comprendre c'est quoi un humain, le maîtriser et comprendre c'est quoi l'ego et pouvoir jouer avec. Mais on s'est tellement identifié puis défini qu'on s'est égaré dans l'ego au lieu d'en faire une bebelle. Donc, c'est vraiment par l'école que tu vas pouvoir mieux maîtriser ce que tu as cru devoir être, ce que tu es arrivé à être, ce que tu aurais voulu être, ce que tu as cru pas pouvoir être, pour pouvoir enfin accéder à la liberté d'être qui va faire que tu seras plus vide en dedans de toi. Donc, c'est vraiment un endroit où est-ce que tu vas pouvoir, par un processus pédagogique, découvrir que d'être trop et pas assez, c'était des croyances. Et tu vas pouvoir accéder à l'espace où tu suffis, qui est énormément libérateur au niveau de la gestion des émotions, du temps, de l'énergie. C'est hallucinant ce que mes étudiants vivent comme expérience dans leur processus. Maintenant, tel que promis, je sais pas si tu me connais depuis longtemps, si tu as déjà été abonné à mon infolettre, mais depuis plus de 9 ans, chaque dimanche, c'était tout un contrat. Quand j'ai pris la décision, j'ai réalisé ça, j'ai fait comme waouh, quelle discipline. Moi qui me disais indisciplinée, j'ai été disciplinée en tabarnouche avec mon entreprise. Donc pendant plus de 9 ans, chaque dimanche, j'envoyais des mantras de transformation. Et ces mantras-là étaient au début juste, j'allais vraiment intuitivement. Après ça, j'ai tombé sur une thématique mensuelle. Après ça, j'avais comme un petit texte qui venait, qui expliquait la mentalité du mantra, puis j'avais comme les 4 mantras sur la thématique mensuelle. En tout cas, je l'ai fait sous différentes formules et en mars, j'ai pris la décision d'arrêter mes mantras mensuels. Mes mantras hebdomadaires par le biais de mon infolette et des intégrer dans mon podcast parce que je trouve ça cool de les dire en vrai au lieu de juste les écrire. Donc, à partir de cet épisode, qui est l'épisode 9, j'intègre maintenant mes mantras de transformation sur la thématique du podcast. Je trouvais que c'était encore plus intéressant, plus le fun, puis plus dynamique. Alors, je te donne maintenant le mantra pour intégrer plus facilement ou te prêter ou t'abandonner à l'expérience de vivre cette réalité-là que je t'ai invité ou fait découvrir par le biais de l'émission. Alors, je te donne le mantra maintenant. J'ai terminé de me rejeter en cachant des parties de moi. Je choisis de me rapprocher de moi en étant à l'écoute de moi et en marchant la route de l'authenticité. Alors, je le répète. J'ai terminé de me rejeter en cachant des parties de moi. Je choisis de me rapprocher de moi en étant à l'écoute de moi et en marchant la route de l'authenticité. Alors, je t'invite à répéter ce mantra-là jusqu'à la semaine prochaine, au prochain épisode, qui va être l'épisode 10. Ah, ça va être vraiment trippant. J'ai très hâte de te livrer ça. On va parler de la différence entre la vérité et la réalité. Ça, c'est vraiment une zone que moi, qui me passionne. On va avoir vraiment du fun. Donc, avec ce mantra-là, tu vas vraiment pouvoir intégrer un petit peu plus de légèreté, de générer un mouvement d'authenticité dans ton quotidien. Donc, je t'invite à le répéter 1 fois par jour, 2 fois par jour. Les mantras, là, pour que ce soit idéalement efficace, tu le dis dernière chose le soir, première chose le matin. Si tu veux le dire 200 fois par jour, si tu veux tapisser ta chambre, peu importe, tu t'amuses. Mais l'efficacité, c'est de les dire premièrement à voix haute en prenant une bonne respiration et tu peux les dire 1 à 3 fois, tout dépendant de
ta posture vibratoire. Puis, si tu l'as dit, première chose le matin, dernière chose le soir, vraiment, le subconscient va embrayer sur cette posture-là. Alors, je t'invite à t'amuser. Donc, ça va être le nouveau plus qui va avoir dans les émissions à venir. Chaque épisode va avoir un mantra qui va faciliter l'intégration si tu souhaites expérimenter une nouvelle réalité. Alors, je te remercie beaucoup pour ton écoute, ta présence, ta fidélité, si tu es un ou une grande fidèle. J'ai beaucoup de plaisir à produire ces épisodes-là. Si tu en veux plus, ben tu t'abonnes à mon podcast, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube, peu importe, pour recevoir là, toutes les informations qui concernent ça. Sur chantalbeaumont.ca, tu as bien sûr l'accès à mes ressources, mes services, que ce soit mes livres, mes services, mes soins. J'ai même hey, en plus, j'ai une autre nouveauté. C'est vrai, j'ai même pas pensé de dire ma nouveauté. Je fais des soins en induction de pulsion quantique. C'est des sons que je fais avec ma voix, c'est des mouvements que je génère vibratoirement, des ondulations vibratoires. Et j'avais beaucoup de demandes pour des gens qui soit n'avaient pas la possibilité de venir, de recevoir ça, de se payer ça sur une base régulière. Et j'ai décidé de faire un package, d'enregistrer 6 harmonisations vibratoires et c'est maintenant disponible sur mon site web. C'est un package. Tu as 5 harmonisations pour des contextes particuliers comme l'ancrage et tout ça. Mais la dernière, la 6e, je me suis dit, ça, c'est sûr qu'il y en a qui vont vouloir ça. C'est pour faciliter l'harmonisation du sommeil. Donc, tu peux te procurer ça là, sur mon site web très, très, très facilement. Je t'invite à aller découvrir ça. Si t'es déjà venu en consultation avec moi, ben ça ressemble beaucoup aux soins que je fais, sauf que c'est pas personnalisé, mais il y a une intention dedans. Donc, ça travaille concrètement aussi. Puis, si t'as jamais expérimenté mes sons et tout ça, c'est vraiment... je le faisais des fois en fin de conférence aussi. Si tu m'as déjà vu en conférence, tu as vécu l'expérience de ça. Ça dure 2-3 minutes, là, mais les enregistrements sont beaucoup plus longs. Donc, c'est vraiment ce que tu as eu l'occasion de côtoyer là, quand je fais mes sons. Et c'est vraiment de l'accompagnement. Et j'ai même eu la chance d'avoir un ami, André Bernard, musicien, qui m'a accompagné pour l'harmonisation numéro 4. Donc, je suis accompagnée à la guitare pour cette harmonisation-là. Ça fait un bien fou. C'est vraiment impressionnant. Donc, c'est une belle touche de mon ami Bernard, que je remercie beaucoup. Alors, je te laisse là-dessus. Je t'invite vraiment à partager. Comme tu vois, depuis, ça fait déjà 9 épisodes, ça peut toucher n'importe qui, ça peut aider n'importe qui à se repositionner, à voir plus clair, à se voir et se comprendre mieux. Donc, souviens-toi que ta différence est ce qui constitue ta richesse et qu'elle peut faire toute la différence. Alors, mon nom est Chantal Beaumont. Je te souhaite une excellente journée. Bye bye.